Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 5e étape déjà de ce Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur cette journée, le parcours, mes favoris, l'histoire autour de cette étape et puis bien entendu, le cycliste du jour. Aujourd'hui, on parle de l'un des plus grands sprinteurs italiens de l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Short TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment de l'étape de ce Giro, donc aux alentours de 17h, allez, dans les 10 minutes, le quart d'heure qui suit l'arrivée de l'étape, vous avez ce short et cette vidéo TikTok en apéritif un petit peu de la vidéo du soir à 21h. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Ça, c'est si vous avez les moyens et ça permet de soutenir mon travail. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également soutenir mon travail en mettant la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cette étape numéro 5. Là encore, une étape, on va dire, assez plate quand même pour cette journée. Parce que certes, on a deux difficultés au programme. La dernière est quand même à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Je crois que c'est 27 km de l'arrivée, 27 ou 25 km de l'arrivée. Donc c'est pas forcément ce qui permettra de faire des grands écarts. Surtout que c'est une côte qui est très roulante. C'est une côte de 4e catégorie. Alors certes, on a une côte plus importante en milieu de journée. Mais en fait, elle est très roulante cette côte. Il y aura 3-4 km compliqués pour les sprinteurs. Mais ensuite, ça devrait aller. Donc c'est pas une journée qui devrait poser de grands problèmes normalement aux sprinteurs. Il faudra faire par contre attention sur cette étape parce qu'on va être le long de la mer encore une fois. Et qui dit le long de la mer dit potentiellement du vent qui peut être plus fort que les prévisions météo, qui peut des fois se réveiller avec les marées. Alors en mer Méditerranée, c'est quand même plus rare les marées, mais il faut toujours faire attention. Il peut y avoir des petites variations du côté du vent, pardon, le long de la mer qui peut être bien plus forte et surtout qui est souvent mal cartographiée, notamment par les prévisionnistes. Et puis faire attention à l'aménagement routier, qui dit bord de mer, dit souvent aménagement routier pour ralentir les voitures. Donc ça, faut toujours faire attention. On devrait avoir des routes larges, mais parfois avec des petits terre-pleins, un petit terre-plein central, voilà, des voitures mal garées également du côté de l'Italie. Donc faut faire attention, voilà, de ce côté-là. Et puis parfois quelques virages qui peuvent être un petit peu techniques, même si la route devrait être assez rectiligne sur cette étape. Quoi d'autre à dire? Encore un sprint, certainement à l'arrivée. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres informations à vous donner sur cette étape. Ça ressemble pas à un mini Milan-San Remo, moins qu'hier. Donc ça va être quand même une étape plutôt typée sprint. Et puis après 2 journées qui ont quand même été plutôt animées pour des étapes pour sprinters, là je pense que ça devrait être un petit peu plus calme pour ce 8 mai. Peut-être que certains coureurs seront en jour férié. Du côté du dénivelé positif, 2180 mètres de dénivelé positif, c'est la 9e étape dans ce classement. Mais comme le dénivelé positif est quand même plutôt concentré sur les 70 premiers kilomètres, la deuxième partie d'étape est quand même assez plate. Donc voilà, il faut toujours faire attention avec le dénivelé positif. Ne vous faites pas avoir pour cette journée. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette étape numéro 5, 179 km sur un profil qui ressemble, on va dire, à l'étape d'hier. La seule différence, c'est que la dernière difficulté est un petit peu plus loin de l'arrivée que le fameux Capo Mele hier. On part de Genova pour aller à Lucca sur cette étape. Début de journée un petit peu vallonnée sur ces 60 premiers kilomètres. Vous voyez, il n'y aura pas que le Passo del Bracco, on aura également une montée à Nervi, une montée également vers Ruta, 3 km 7 à 6,8 de moyenne, qui n'est pas au classement de la montagne, c'est une montée qui aurait pu être au classement de la montagne. Le Madonna delle Glazie, et ça c'est 3 km 9 à 4% de moyenne.
On arrive ensuite au Passo del Bracco, 62 km 500 c'est le sommet, 15 km à 4% de moyenne, vous voyez, c'est assez régulier hein, le Passo del Bracco. On a notamment un passage à 3 premiers kilomètres qui sont difficiles, 6-8, 7-2, 6-2, et puis ensuite ça devient un peu plus roulant, et puis entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11, on a 8,3% de moyenne sur le kilomètre. Après, normalement, la plupart des leaders passeront, surtout qu'on sera encore assez loin de l'arrivée, hein. On sera quand même à 110 km de l'arrivée à peu près. On redescend vers Padivarma, on reste sur le front de mer. Sprint intermédiaire à Cepalarana au kilomètre 100. Donc je rappelle, sprint intermédiaire qui donne des points au classement du maillot cyclamen. Vous avez également un classement des sprints intermédiaires où là l'Intergiro ne compte pas, je crois, parce que l'Intergiro c'est un bordel du côté du. Mais le classement des sprints intermédiaires, c'est que les sprints bonifs et les sprints intermédiaires qui comptent. L'Intergiro ne compte pas. Par contre, l'Intergiro a son propre classement. Voilà, dans les classements annexes du côté de la course. Je ne sais pas si j'ai été bien compréhensif, mais voilà, sinon n'hésitez pas à me redemander dans les commentaires. Au kilomètre 120, vous aurez donc l'Intergiro à Luni, à la fois des secondes de bonification, à la fois des points pour le maillot cyclamen, et puis il y aura le dernier sprint bonification à Camaiore, on sera à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, sprint bonification, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a que des secondes de bonification à prendre, mais vous avez un classement propre à chacun de ces sprints, voilà, et de sprint bonus, sprint intermédiaire, vous avez le classement des sprints intermédiaires, voilà, qui est également un classement annexe qui donne une prime, hein, je crois, ce classement des sprints intermédiaires. À Monte Magno, 3 km à 4,3% de moyenne, c'est la dernière côte du jour, qui n'est pas extrêmement difficile, hein. Cette dernière difficulté, vous voyez, c'est très très roulant, notamment un passage à 5%, mais c'est pas extrêmement compliqué avant la descente, qui nous emmènera vers Lucca, plutôt dans du faux plat descendant, mais pas avec des gros pourcentages. On regarde un petit peu le profil des derniers kilomètres, vous voyez, c'est légèrement, mais très légèrement descendant jusqu'à Lucca. On est loin de la descente du Capo Mele pour cette journée. Le dernier kilomètre, enfin les derniers kilomètres, vous verrez, c'est un petit peu plus tortueux qu'hier. Donc vous avez notamment cet enchaînement à 2 km 500 de l'arrivée, un virage 90 sur la gauche, avec un virage là aussi à un angle assez resserré sur la droite. Donc ça c'est aux alentours de 2 km 500, 2 km 400 de l'arrivée. Ensuite vous avez de nouveau une chicane assez rapide aux alentours des 2 km. Le dernier kilomètre ici, vous voyez, il y a encore des courbes, et surtout ce dernier virage. Alors certes c'est un angle ouvert dans ce dernier virage sur la gauche, mais ça veut dire qu'on verra la ligne droite assez tardivement. Il y a quand même 2 courbes dans le dernier kilomètre, et ce dernier virage ça sera à 350 mètres de l'arrivée, donc il faudra faire attention du côté des favoris. On regarde la carte de cette étape et surtout la météo. Pourquoi je vous montre la carte? Parce que vous voyez, on sera quasiment tout le temps le long de la mer, à part en fin de journée du côté de Lucca, mais sinon voilà, on est quasiment fronton de mer, notamment sur le début d'étape. La météo soleil, 19 à 21 degrés sur cette journée, avec un vent qui sera assez faible, entre 15 et 20 km/h, qui viendra principalement de la mer. Ça sera au maximum, hein. Le vent, à des moments, il sera plus calme. Les risques de pluie sont faibles, sauf vers le milieu de l'étape, dans cette zone-là, on nous met un risque de pluie aux alentours de 30-40%, ce qui reste pas énorme, mais voilà, vous êtes prévenus qu'il pourrait y avoir un risque de pluie dans cet endroit-là, mais on nous dit que c'est plutôt en fin de journée, en fin d'après-midi, donc pas forcément à l'heure de passage des coureurs pour cette étape. Donc voilà, météo tout à fait printanière, tout à fait sympathique pour les coureurs sur cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. Du côté de la présentation du parcours, alors on passe notamment par le Passo del Bracco, côte qui est assez souvent prise par le Giro, notamment l'année dernière. On avait fait lors de l'étape 11 un petit passage dans ce Passo del Bracco, où on avait notamment vu dans l'étape de Tortona la victoire
de Pascal Ackermann sur cette journée. On était à 2430 mètres de dénivelé positif. On arrivait du côté de Tortona en partant de Camioret. Et on a vu donc cette côte-là en cours de journée. Il s'était imposé Ackermann devant Milan et Cavendish. Ça a peut-être donné des idées aux coureurs italiens. Les autres passages du Passo del Brocco, eh bien, jamais d'arrivée sur cette montée. On avait notamment en 2009 une étape numéro 12 qui était un contre-la-montre. Entre Sestri Levante et Rio Maggiore, 60 km de chrono. Le vainqueur, c'était Denis Menchov en 1h34. Je crois qu'il y avait Philippe Gilbert qui avait fait ce chrono à l'époque chez Silence Lotto. Oui, et il avait fini à 9 minutes 45 du leader. Et je crois qu'il avait dit que des fois il se relayait entre certains coureurs tellement c'était long. Et Cancellara n'avait pas pris le départ de cette étape, et le dernier coureur qui était Oscar Gatto avait fini 17 minutes 50 après. Le leader, c'était un contre-la-montre de 60 bornes avec quand même 1500 mètres de dénivelé positif. Donc c'était quand même une étape assez dingue. La folie du Giro de cette époque-là, et la folie des chronos de cette époque-là aussi, parce qu'on pouvait faire des chronos de 60 km, des chronos qui duraient plus d'1 heure sur les grands tours. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Du côté de l'autre montée du jour, le Monte Magno, on y est passé une seule fois en 2009. Lors de l'étape numéro 13, étape qui avait été remportée par Cavendish devant Petacchi et Alan Davis. À l'époque, c'était de l'arrivée du côté de Firenze. À Genova, le lieu de cette arrivée, aujourd'hui, le lieu de départ, pardon. On n'a jamais vu de départ de Giro à Genova Voltri. Par contre, à Lucca, il y a eu déjà des arrivées de Giro, notamment des grandes arrivées de Giro. Le Giro 85, la dernière étape s'était déroulée à Lucca. C'était Francesco Moser qui s'était imposé. L'année d'avant, c'était le prologue, parce qu'on avait eu la bonne idée du côté du Giro en 84 et 85. 84, on était parti de Lucca pour arriver, que je retrouve la ville, hop là, de la dernière étape, c'était du côté de Vérone, voilà, pour la dernière étape. Et on avait fait l'inverse en 85. Et en 84, c'est Moser qui s'impose face à Fignon dans une course qui restera marquée par l'aide des organisateurs à Francesco Moser, notamment cette étape... je crois que c'est l'étape 18 où on indique qu'il y a de la neige et qu'on est obligé de raccourcir l'étape alors qu'il n'y avait absolument pas de neige. Et l'année d'après, c'est Bernard Hinault qui s'impose en 85 avant sa victoire sur le Tour de France quelques semaines plus tard, face de nouveau à Moser, mais avec un Hinault qui avait envie de gagner son 3e Giro. Il était très très motivé, très arrogant dans les médias. À l'époque, j'ai vu des interviews, c'était assez incroyable. Giro où il dominera, Bernard Hinault en 85, avec la vie claire, avec comme équipier Greg LeMond dans cette formation. Et il avait battu facilement il avait battu Francesco Moser avec 1 minute d'avance, mais il y avait eu le chrono final qui avait réduit les écarts. Greg LeMond avait pris la 3e place de cette course. Il y avait toujours Lucien Van Impe qui était là, qui avait pris la 13e place à l'époque de ce Giro. Lucien Van Impe qui devait prendre sa retraite en 87. Il a eu une carrière énorme. Lucien Van Impe, le grimpeur recordman avant Guirang de Maillot à pois sur le Tour de France. On passe aux cyclistes du jour et aujourd'hui, eh bien, on est dans la région de Mario Cipollini, une carrière de 89 à 2008, surtout de 89 à 2005. 2008, c'est un petit passage chez Rock Racing qui n'est pas resté véritablement dans les annales. Alors aujourd'hui, c'est compliqué de parler de Mario Cipollini, forcément. Il y a quelques informations à donner auparavant. Alors déjà, c'est un coureur qui a eu une condamnation pour violence conjugale et harcèlement envers son ex-femme. Donc c'est sûr que ça, c'est vraiment pas exceptionnel. Et puis, problème avec le dopage aussi.
Notamment, il était client du docteur Fuentes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le docteur Fuentes, c'est l'affaire Puerto, l'une des plus grandes affaires du dopage qui a concerné le cyclisme, énormément d'autres sports, notamment en Espagne. Le problème de cette affaire Puerto, c'est qu'elle a abouti un petit peu en eau de boudin. On n'a jamais vraiment trop su tous les tenants et les aboutissants, à part du côté du cyclisme dans cette affaire. Mario Cipollini, alors, particularité de Mario Cipollini, c'est pas du tout un enfant de la balle, il n'est pas venu au cyclisme par hasard, son père était cycliste amateur, il aura une grosse blessure qui ne lui permettra pas d'aller chez les professionnels, et son grand frère, lui aussi, sera professionnel. Alors son grand frère qui a toujours dit que lui il avait refusé le dopage, ce qui fait qu'il n'avait pas eu la carrière notamment qu'il méritait dans les années 80. Selon lui, c'est un coureur qui avait notamment fait les Jeux Olympiques, son frère, alors qu'il était seulement junior du côté de la route. Il va même profiter un petit peu de ses alliances avec son frangin pour commencer dans la même équipe chez Del Tongo. Et dès le premier Giro, il y a un talent qui s'exprime, vu qu'il va remporter une étape. Et à l'époque, c'était assez rare. Les débutants sur les grands tours avaient souvent du mal à être performants. Il fallait un petit peu de temps, un petit peu d'expérience. Et lui, il avait tout de suite réussi à faire ça. C'était la première d'une longue série de 42 victoires. Je crois qu'il a, je ne sais plus si c'est Petacchi ou lui, qui a le record de victoire. Mais je crois que c'est Cipollini qui a le record de victoire sur le Giro. Mais il faudrait vérifier parce que Cipollini, des fois, il en gagnait 10 par Giro. 12 étapes du Tour de France également. 3 étapes de la Vuelta sur une seule Vuelta en 2002. Même s'il avait eu une autre participation en 2000 qui s'était conclue par une disqualification après avoir frappé un coureur. L'Italien avait un petit peu le sang chaud. Ça, on l'a su après sa carrière. Beaucoup de gens ont parlé de Mario Cipollini, mais 10 ans après, 15 ans après. C'est ça qui m'énerve de temps en temps avec les mecs qui prennent la parole des fois 10 ans après, 15 ans après, parce que quand ils étaient coureurs, par contre, ça les gênait pas de cacher, on va dire, le personnage qu'était Mario Cipollini, parce qu'il semblerait que c'était un petit peu un tyran, parfois dans le peloton, un petit peu à la manière de Lance Armstrong. 3 classements du maillot cyclamen également du côté de Mario Cipollini. Alors ça serait injuste de résumer sa carrière seulement au sprint et seulement à la Saïko, puisqu'il a eu des victoires avant la Saïko, après son départ de cette formation, mais c'est sûr que la Saïko, ça a marqué une génération de supporters de cyclistes, parce que c'est l'invention du fameux train de sprinteurs. Regardez des sprints, notamment des années 80, 90, quelques arrivées d'étapes, vous allez voir que contrairement à aujourd'hui, c'est un vrai foutoir. Parce qu'il n'y a pas une équipe qui prend l'avantage sur l'autre. C'est-à-dire qu'on mettait quasiment pas d'équipier dans un sprint. Parfois il y avait un mec qui faisait le dernier kilomètre ou qui faisait les 2 derniers kilomètres, mais il n'y avait pas un train, il n'y avait pas une équipe au service d'un sprinter. On avait toujours un leader dans une équipe. Et la Saïko, c'est la première équipe à s'être dit, bah tiens, sur le Tour de France, on a un sprinter, train complet pour le sprinter, et c'est ce qui permettra également à Cipollini de gagner énormément de victoires. C'est cet avantage par rapport à d'autres formations. Alors il était très apprécié en Italie, Cipollini, jusqu'à les dernières années. Il a même été consultant pour la Rai sur le Giro. Depuis ses affaires de dopage et son problème de violence conjugale et de harcèlement, c'est beaucoup moins le cas. Et en France, il n'a jamais été vraiment apprécié parce qu'il a abandonné tous les Tours de France auxquels il a participé. Et beaucoup de supporters français disaient grosso modo, il n'y avait que le Giro qui l'intéressait. Le Tour de France, c'était en plus dans sa saison, c'était pour compléter, mais c'était pas forcément sa priorité. Et puis c'est un coureur qui a souvent été, ses équipes ont souvent pas pu participer au Tour de France parce qu'on essayait dans les années 2000 d'exclure, on va dire, toujours l'équipe de Cipollini parce qu'on aimait moyennement le comportement de Cipollini du côté, le comportement un petit peu fantasque de Cipollini à l'extérieur du peloton. C'est pas seulement un coureur de grand tour. Comme je disais, les champions du monde en 2002 à Zolder. Alors certes, c'est pas le parcours le plus difficile, c'est également le dernier jour de course d'un certain Laurent Jalabert, qui a fini sa carrière à un championnat du monde à Zolder. Vainqueur de Milan-San Remo en 2002, également la même année. Et puis Gand à 3 reprises, et la dernière fois, c'était en 2002 également. Grand Prix de l'Escaut également à 2 reprises. Il termine sa carrière en 2005
Un petit peu à la surprise générale parce que les 2 dernières années, 2003-2004, il est à Domina Vacanze, son équipe n'est pas sélectionnée pour le Tour de France et donc il décide, ou il n'est pas sélectionné dans l'équipe pour le Tour de France, donc il décide de changer de formation, de rejoindre la Ligue Rougas. Et puis à une quinzaine de jours avant le Giro, il va annoncer sa retraite, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il participe à cette course. Et il fera même le prologue, son dernier jour, on va dire, dans un peloton professionnel, il fera le prologue avant les coureurs du Giro pour célébrer cette retraite. C'est pour vous dire quand même l'aura qu'il avait à l'époque, Cipollini, dans le peloton. Alors il fera un retour en 2008 chez Rock Racing, donc l'équipe des dopés. Il y avait notamment Floyd Landis dans cette formation. Je crois qu'il y avait Oscar Sevilla également. Mais c'est un retour qui restera anecdotique. Il fera, je crois, que le Tour de Californie. Et donc, dans sa carrière, il est vainqueur de 163 victoires, donc ce qui est quasiment le total d'un Mark Cavendish aujourd'hui. Du côté de la stratégie de cette étape, moi, je vois une petite échappée, 3-4 coureurs maximum comme hier. Et puis ensuite, un sprint dans le final de cette étape avec des coureurs voilà, qui... auront un terrain peut-être un peu plus facile qu'hier. Je pense qu'il y aura un sprint voilà, avec un peu plus de monde parce que c'est vrai qu'hier c'était un sprint atypique avec cette descente du Cap Oumele, ça sera peut-être moins le cas sur cette journée. Du côté de mes favoris, j'ai mis Tim Merlier avec un vent légèrement de dos. Si son équipe décide de le lancer correctement, ça peut le faire. Je mets également Jonathan Milan parce que lui, son équipe est pour le moment au point. Le coureur italien, et on voit que c'est peut-être la structure la mieux en place. Et puis je mettrai Dainese, alors déjà parce que la Tudor est en place, mais surtout du côté d'Dainese, il y a 2 virages dans le dernier kilomètre, et je crois me rappeler que sa première victoire sur le Giro, le dernier kilomètre était à peu près dans la même configuration avec une ligne droite qu'on voyait vraiment au dernier moment, et il s'en était très très bien sorti. Donc je me dis, allez, pourquoi pas Dainese. En grosse cote, j'ai mis Andresen. Si la DSM est intelligente, je pense que Jacobsen est un peu juste. Andresen me paraît être une meilleure carte pour cette étape. Surtout que Jacobsen, hier, ça n'a pas été fantastique encore. Du côté du programme télé, 12h30, Eurosport 1 avec les rois de la pédale pour un départ fictif à 12h45. À 115 km de l'arrivée, nous serons au Passo del Bracco entre 14h40 et 14h50. Ceparana, le sprint intermédiaire à 78 km de l'arrivée entre 15h24 et 15h41. Camioret, qui sera le lieu du sprint bonification 50 km plus tard, donc à 27 km de l'arrivée entre 16h28 et 16h51, pour une arrivée prévue entre 17h02 et 17h28. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à répondre au petit sondage. Aujourd'hui, j'y ai pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!